Les coulisses du pouvoir. Les coulisses du pouvoir est un espace d'échange qui reçoit tous les acteurs sociopolitiques du pays. Cette émission vous parvient tous les lundis de 17h à 18h sur Lola Plus Média. Les coulisses du pouvoir, c'est avec Abakar Moussa Kamara. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre émission Les coulisses du pouvoir sur Lola Plus Média, une émission qui vous parvient tous les lundis quand il est 17h. Au compte de cet autre numéro, nous recevons le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, Dr Edouard Jotomou Pogbomou. Avec lui, nous allons parler de la situation socio-politique du pays, notamment, mesdames et messieurs, du cadre de dialogue politique inclusif dirigé par Dr Bernard Gomou, le Premier ministre de la Transition. Nous parlerons également des manifestations, bien sûr, reportées par le FNDC pour le 20 octobre prochain à Conakry. Nous allons, mesdames et messieurs, également parler du procès du 28 septembre 2009 qui est déjà en cours ici en République de Guinée. Et si le temps nous permet, mesdames et messieurs, nous allons aussi un peu développer, bien sûr, la détention prolongée de Dr Ibrahima Kassori Fofana, ancien Premier ministre en détention depuis le mois d'avril dernier. Autres informations seront bien sûr développées dans cette émission. Si vous nous suivez ici à Conakry et à l'international, merci, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, merci encore une fois pour votre fidélité au programme de Lola Plus Média. Comme vous le savez, je vous disais, nous sommes déjà avec Dr Edouard Jotomou Pogbomou. Il est le président du parti l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara. Je crois que nous avons eu l'occasion justement de passer en revue tout ce qui se passe depuis l'avènement du CNRD. Et nous avons dit que la transition à un moment donné, malgré le départ qui était quand même supporté par un certain engouement populaire, et il faut dire qu'au fil du temps, la transition a commencé à prendre du plomb dans l'aile. Parce que toutes les promesses qui avaient été faites sont maintenant pratiquement de côté, et nous sommes en train d'assister à une sorte d'unilatéralisme qui ne dit pas son nom. Nous, bien sûr, nous continuons cette émission. Docteur, vous l'avez tout de suite soulevé beaucoup de manquements. D'ailleurs, on vous voit à votre sortie médiatique. Vous avez évoqué beaucoup de manquements, d'ailleurs, de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, quand on parle bien sûr de votre parti politique, d'ailleurs, également votre coalition, la NAD, qui s'oppose catégoriquement à recevoir, bien sûr, les facilitatrices, donc pour discuter sur les questions, bien sûr, de la transition, concernant même le cadre de dialogue dirigé par le Premier ministre. Pourquoi vous avez fait ce rejet? Puisque tous les mots qu'ils avaient égrenés, c'est des mots contre lesquels notre coalition luttait. Alors nous avons donc décidé de leur apporter tout le soutien et de leur apporter même notre contribution afin qu'on puisse avoir une gestion consensuelle de cette transition. Parce que si la transition réussit, c'est bien dans l'intérêt du peuple de Guinée. Mais comment on appelle, le cadre que nous avons demandé, c'est un cadre que nous avons demandé effectivement, et depuis très longtemps, en fait depuis le 5 septembre, mais ce cadre que nous avons demandé a toujours retardé à venir. En fait, n'a jamais été offert. Et là, on a fait semblant à quelques moments, on a fait semblant effectivement d'accommoder ces requêtes, mais la réalité c'est que nous ne sommes jamais allés où est-ce qu'il fallait partir. Nous avions demandé un cadre de dialogue en lieu et place de ce cadre de dialogue. Vous nous avez servi un cadre de concertation. Nous nous sommes efforcés à montrer que entre cadre de concertation et cadre de dialogue, il y avait un océan. Finalement, même au niveau de la CEDEAO, nous avons été compris
parce que la CEDEAO avait même demandé à ce que ce cadre de concertation qui avait été créé là soit repris parce que ce n'est pas ce qu'il fallait. Il faut un cadre consensuel. Bien, on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y a une menace de sanctions, que le CNRD en fait s'attelait à pouvoir faire quelque chose. Peut-être que c'est une histoire de montrer aux uns et aux autres qu'on est préoccupé justement par ce qui se passe et que nous sommes dans la logique de pouvoir mettre en place une structure qui pourra gérer justement la crise. Au point où il y a une crise. La crise provient du fait qu'il y a un manque de confiance, un manque criard de confiance. Or, pour que les gens puissent s'asseoir et discuter de quoi que ce soit, il faut que vous vous accordiez quand même ce minimum de confiance. Ça n'existe pas. Tout dernièrement, en fin de compte, la CEDEAO a finalement envoyé effectivement un émissaire, un facilitateur si vous voulez. Alors ce facilitateur est venu et allait rendre compte, en fin de compte, il nous a été, vous avez su, quand les chefs d'État se sont retrouvés à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et il y a eu en marge de ces travaux, une rencontre au niveau des chefs d'État de la CEDEAO. Il a donc été décidé effectivement d'infliger à la Guinée des sanctions partielles progressives. Alors, même si la sanction n'a pas d'impact aujourd'hui. Oui, pour le moment, la sanction, on ne veut même pas qu'il y ait de sanctions en fait. La sanction n'a pas d'impact, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de montrer effectivement que s'il y a des réticences, on ne voit pas que le CNRD est effectivement disposé à faire des avancées pour débloquer cette situation de manque de confiance. Il fallait quand même montrer ça pour dire que nous ne sommes pas complaisants. Alors la CEDEAO l'a fait. Maintenant, nous allons avoir, comment on appelle, d'ici le 22, la dernière fois qu'on a, je crois que si mes souvenirs sont exacts, le 22, il va falloir que quelque chose soit en place. Donc ce cadre de dialogue était déjà en train d'être travaillé avec la CEDEAO. C'est pourquoi le président Yahi Boni était là. Entre-temps, parce qu'il y a maintenant la proximité justement de cette échéance, ça sera le 22, à partir du 20, il semble qu'on veut mettre en place un cadre de dialogue. Mais le cadre de dialogue, c'est quoi? C'est un cadre de concertation qu'on a éventré et le contenu, on l'a mis dans le cadre de dialogue. C'est comme si on faisait une sorte de transplantation. Et dans ces conditions-là, rien réellement n'a changé. Or, les gens quand même ne sont pas... on est tous avertis. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons dit on ne peut pas créer cadre dans cadre. Le cadre de dialogue qui est parrainé par la conférence, enfin par la CEDEAO, a déjà un facilitateur. Au lieu de créer un autre cadre qui va faire une sorte de conflit de compétences, il vaut mieux rester dans le cadre qui avait déjà été défini par comment on appelle la CEDEAO, au lieu de créer un autre. Or, nulle part, même dans la charte, il est dit qu'il faut créer un cadre de concertation parrainé par le gouvernement, le CNRD, qui font en fait partie du problème. C'est une partie. Nous sommes de l'autre partie. Alors, il ne peut pas être juge et partie à la fois. C'est ça le problème que nous sommes en train d'avoir. Il n'y a rien en fait contre justement la détermination et le caractère vraiment sérieux de ces dames. Ce n'est pas un problème personnel, mais c'est un problème de principe. Alors, mais quelque part, on a l'impression que vous n'avez certainement pas confiance, ou bien la dame qui gère Makali Traoré. Pas du tout. N'est pas du tout crédible. Pas du tout. Ça peut, certains peuvent avoir cette idée, mais le problème n'est pas au niveau. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne personnalisons pas le problème. C'est un problème qui dépend effectivement du CNRD. Le CNRD, ce n'est pas Makale. Vous devez quand même recevoir quand même les dames. Nous ne sommes pas obligés de recevoir les dames parce que... non, pas du tout. Si de respect quand même, Monsieur le Président. Non, mais... non, les recevoir, les écouter. Nous ne sommes pas en train de parler de respect. Si on devait parler de respect, justement, les doléances qui avaient été présentées dès le départ, le CNRD devait avoir du respect pour ces doléances. Avoir du respect même pour la médiation de la CEDEAO. Mais qu'on nous impose justement des facilitatrices au choix desquelles nous n'avons pas participé, nous ne connaissons pas parce que c'est des gens généralement, je ne dis pas, mais tous ceux que le CNRD choisit,
c'est des gens qui sont alignés derrière leur vision. Donc cela veut dire que les dames n'ont pas... Je ne suis pas en train de dire qu'elles le sont, parce qu'elles ont été désignées, en fait, par le CNRD à travers le Premier ministre. Puisque c'est au CNRD qu'on doit rendre compte, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas quand même enclins. C'est une dame d'ailleurs qui était depuis la première ère donc, du CNRD. Elle a bénéficié certainement beaucoup d'approchement. Et aujourd'hui, vous connaissez déjà sa position vis-à-vis de la transition. Nous avons beaucoup de respect. Il ne faut pas que nous soyons quand même très rigoureux et très rugueux même, pour essayer de les frôler d'une certaine façon. Non. Ce que nous voyons, c'est que la désignation qui a été faite, elle a été faite certainement sur injonction. Madame Traoré, elle a de très grandes capacités, mais nous pensons que c'est un support tacite au CNRD. C'est la raison pour laquelle, si on vous dit qu'elle, avec d'autres personnes, vont conduire une médiation ou alors une négociation, on sait d'office où ça va partir. Parce que vous ne pouvez pas, disons-nous la vérité, c'est-à-dire nous n'avons pas notre langue en poche, on ne l'a jamais eu. On respecte beaucoup les gens, mais vous ne pouvez pas, disons, essayer de, comment on appelle, trouver des voies et moyens pour obtenir des postes au niveau du CNRD et vouloir en même temps, comment on appelle, ne pas les caresser dans le sens du poil. Donc ils sont toujours en train d'accommoder le CNRD. On vous associe pour désigner les facilitateurs. Qu'il y ait justement cette négociation-là qui va finalement rendre compte au CNRD. C'est tout le sens du dialogue. Le cadre de dialogue en principe qui devait être fait pour déterminer et la durée et le chronogramme au niveau de la transition devait être fait entre le CNRD lui-même, le CNT et les partis politiques. Or, dans les partis politiques, il y a deux groupes. Nous avons deux groupes, ceux qui s'entendent, qui sont d'accord avec tout ce que le CNRD fait, et ceux qui ne sont pas d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord représentent à peu près 90-95% en termes de militants sur le terrain. Ce sont ces coalitions. Or, ils ne peuvent pas le faire sans ces coalitions-là. Alors, nous sommes en train de dire qu'il faut quand même qu'on essaie de voir dans quelle mesure le cadre de dialogue peut être institué sous la bannière de la CEDEAO, la coordination, disons, la supervision de la CEDEAO. C'est absolument indispensable. Et il y a d'autres préalables qui se sont ajoutés par la suite. Quand je parlais tout à l'heure de manque de confiance, vous ne pouvez pas demander aux gens de venir autour d'une table alors que vous êtes en train de poursuivre leurs collègues, vous les mettez en prison, et surtout de façon arbitraire. Même si vous avez des chefs d'accusation contre eux, soit ces chefs d'accusation, vous les mettez sur la place publique, et ces gens, on peut peut-être, je ne veux pas anticiper ce dont nous allons parler après, mais ces gens devraient être effectivement soit jugés le plus rapidement possible, ou alors ils devaient être innocentés. C'est bien sûr l'arrivée de la mission technique de la CEDEAO à Conakry, donc bientôt. Et quelle est votre lecture par rapport à une nouvelle fois donc, la mission de la CEDEAO en Guinée? Yahi Boni est déjà venu ici par 2 fois. La première fois, je crois qu'il y a eu il y aurait eu, il faut que je mette ça au conditionnel, il y aurait eu des tractations au point de ne pas vouloir le laisser rencontrer les partis politiques. Bon, mais là, nous nous sommes dit de toute façon que le problème n'était plus entre disons, la classe politique et le CNRD en ce qui concerne la durée de la transition et le chronogramme, ce serait entre le CNRD et la CEDEAO. Finalement, la CEDEAO a pris le problème à bras le corps et ils sont en train de faire tout pour pouvoir le réussir. Alors, maintenant que nous sommes nous sommes obligés de suivre ce qui a été entrepris au niveau de la CEDEAO et on impose d'une certaine façon une autre démarche contraire à ce parce que dans le décret qui a été signé par le président de la transition, nulle part on ne parle de CEDEAO. On ne parle nulle part de la négociation, de la supervision de la CEDEAO. Nulle part on ne parle même de chronogramme. On parle d'un cadre de dialogue inclusif bien sûr, mais inclusif à leur façon. Comme je l'ai dit,
on a éventré le cadre de concertation et le contenu, on l'a mis dans le cadre de dialogue. Et donc rien ne change là. Et dans ces conditions, nous pensons que c'est de la même chose pareil en fait. De la manifestation qui a été bien sûr prévue, qui était prévue plutôt donc le 18 octobre prochain, finalement reportée pour le 20 donc par le FNDC. Vous le savez très bien depuis très longtemps, la Guinée, depuis le temps même du régime déchu, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup qui ont été toujours émaillées par beaucoup de pertes en vies humaines. Aujourd'hui, une nouvelle fois, le FNDC projette cette manifestation. Pour vous, en tant que leader politique d'un parti politique, quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que, d'ailleurs, on a vu la sortie de l'ANAD, dont vous êtes membre, vous apportez vos soutiens, et puis vous invitez aussi les militants à descendre dans la rue? Ça rentre dans un cadre un peu, et c'est l'une des questions essentielles que le CNRD doit adresser. Le CNRD a dit éviter les erreurs du passé. Or, la répression justement des manifestations fait partie effectivement des erreurs du passé. Parce que, disons, manifester est circonscrit effectivement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les libertés individuelles, les libertés de pouvoir se regrouper, tout ça, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, si les gens doivent manifester, automatiquement, les gens se disent que quand il y a manifestation, c'est fini, c'est la casse. Moi, c'est une question de perception. Il y a le mouvement, les gilets jaunes en France. Ils avaient manifesté tout dernièrement contre Macron. Pourquoi on n'a pas pris les canons à eau et tout ça, les gaz lacrymogènes et commencé à les disperser? Ça dépend justement de la responsabilité qui doit être partagée entre ceux qui manifestent et l'État. L'État a aussi son mot à dire. Si les deux conjuguent les efforts, il y a eu déjà ici des manifestations où il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence. C'est une façon pour les gens de s'exprimer. Et ça, c'est la démocratie qui l'exige. La démocratie, c'est la contradiction, la confrontation des idées, la confrontation des démarches. C'est ce qui se fait. Mais puisque... Pourtant, le FNDC n'existe plus. Ça, on ne devrait même pas le dire. Voilà ce qui se passe. Quand vous dites que le FNDC n'existe pas, je dis que le FNDC, c'est un état d'esprit. C'est comme une religion. Tant qu'il y a 2, 3 ou 4 personnes qui croient encore en ce message du FNDC, ils feront partie du FNDC. Le problème maintenant, c'est que si, comment on appelle, le FNDC est banni, légalement banni, il n'y aura plus d'interlocuteurs. Voilà des gens qui vont disparaître, justement, et seront dans le souterrain, comme on dit. Et en cas de bavure, à qui vous allez vous adresser? Alors que vous avez déjà légalement, officiellement et à ciel ouvert, vous l'avez déjà dissous. À qui vous allez vous adresser? Personne. Et voilà une organisation aussi qui grandit en stature, en fait, au niveau de l'international. Vous ne pouvez pas négliger ça. Ces gars, ils ont leur entrée. Ils ont leur entrée partout dans les grandes organisations, dans les grands milieux. Et il faut en tenir compte parce qu'un État ne se gouverne pas seulement à partir des dispositions internes. Il faut une ouverture à l'extérieur pour pouvoir crédibiliser tous les projets que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit projet politique, projet économique et projet social. Perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est une honte. Après 64 années, si un pays comme la Guinée, 64 ans après, ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est de façon éhontée qu'il faut chercher les mots par-ci, par-là pour justifier justement ce qui venait. Ça ne devrait pas se faire. Il y a de petits pays, il y a quand même d'autres démarches qu'on aurait pu peut-être entreprendre. Si on ne peut pas l'organiser à nous, à notre niveau, on pouvait peut-être s'associer à d'autres pays, par exemple, à notre pays, pour co-organiser, comme le Gabon l'avait fait avec la Guinée équatoriale, pourquoi pas. Un pays comme la Sierra Leone, non, bien sûr, on peut peut-être s'arranger de façon à ce qu'il y ait... il y a manque criard d'infrastructures. C'est la raison pour laquelle, finalement, la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été organisée ici. C'est une honte. Plusieurs membres, surtout la coordination de ce mouvement, sont en détention aujourd'hui à la Maison centrale. Est-ce que pour vous, cette manifestation projetée pour le 20
aura un impact négatif sur l'évolution, sur la gestion du CNRD au pouvoir. Est-ce que ça va laisser un impact? Parce que d'abord, ceux qui sont en prison n'auraient jamais dû aller en prison du fait de leur opinion. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en prison, ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à ce que le CNRD est en train de faire qu'on va les mettre en prison. C'est ça, c'est le prix à payer pour la démocratie. Quand vous êtes en démocratie, vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais vous avez quand même besoin de discuter tout. Et à force de discuter, vous allez quand même tomber sur certains éléments. Ceux qui sont en prison, à partir de, disons, de leurs intentions de pouvoir organiser une marche, n'auraient pas dû être là. Et nous pensons que ça ne fait qu'assombrir justement le CNRD dans ses tentatives de pouvoir montrer qu'il est venu avec d'autres intentions pour pouvoir changer positivement les choses. Nous l'avons dit parce qu'on l'a, dès le départ, ce calcul a commencé à être perceptible. Le calcul a commencé à être perceptible. Finalement, on s'est rendu compte que pour justement aller dans ce sens, ils étaient maintenant en train de remplacer les conseils communaux qui avaient été élus, mais qu'on est en train de remplacer par des délégations spéciales. Ça, c'est des préludes pour pouvoir mettre en place des hommes qui seront là justement pour faciliter cette prise de pouvoir le moment venu. L'autre problème qu'il faut voir, l'intention du CNRD de ne pas quitter le pouvoir se manifeste d'abord par le fait que d'abord, quand le CNRD est venu, il n'est pas venu avec l'intention de rester, d'après ce qu'ils ont dit. Mais les actions qu'ils ont posées ont fait comprendre aux uns et aux autres, en réalité, c'est ce calcul-là qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas du tout quitter le pouvoir. Ils ne le disent pas. D'abord, on ne connaît pas le CNRD. Quand vous dites CNRD, moi, je n'en connais pas tous les membres. Personne ne connaît la nomenclature du CNRD. Personne n'en connaît la structure. Personne ne connaît, et quand vous voulez faire les choses dans la transparence aussi, personne ne connaît les biens dont eux ils disposent avant de venir gérer. Si nous avons applaudi un certain nombre d'actions, la CRIEF fait bien partie, parce que là, on ne peut pas gérer et ne pas être justiciable. Tous ceux qui ont géré sont justiciables. Seulement, il faut le montrer par exemple. Vous-même qui êtes là en train de gérer, vous auriez dû quand même venir avec toute la transparence nécessaire pour dire voilà, avant de venir aux affaires, voilà ce dont nous disposons. Comme ça, les gens sont clairs avec vous et vous êtes clairs avec eux aussi. En ce moment, il y aura au moins un début de, comment on appelle, de rétablissement de confiance. Mais quand tout est, on l'appelle une nébuleuse, quand tout est flou, personne ne voit du sérieux dans ce que vous faites. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Une courte pause avec bien sûr la complicité de notre technicien Izi Mangué Camara. Nous revenons dans quelques instants, mesdames et messieurs. Les coulisses du pouvoir. Les coulisses du pouvoir est un espace d'échange qui reçoit tous les acteurs sociopolitiques du pays. Cette émission vous parvient tous les lundis de 17h à 18h sur Lola Plus Média. Les coulisses du pouvoir, c'est avec Abakar Moussa Kamara. Retour encore, mesdames et messieurs, dans cette émission, les coulisses du pouvoir. Nous sommes toujours avec le président, Dr Edouard Jotomou Pogbomo. Nous allons continuer, docteur. Nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, de la détention prolongée de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, en prison depuis le 6 avril dernier, donc à la maison centrale. Docteur, quel est votre regard par rapport à la sortie bien sûr, des conseils, des avocats de l'ancien Premier ministre Kassory Fofana, donc qui dénonce d'ailleurs des violences contre leurs clients par le procureur Ali Touré? Parce qu'on ne peut pas détenir temporairement, mais à perpétuité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si on vous reproche quelque chose, on sent ou alors on vous accuse d'avoir fait quelque chose, commis un délit, si on vous prend pour vous amener, normalement pour vous amener en prison, on aurait dû déjà constituer ces éléments de preuve, auraient dû être là pour qu'on dise voilà, dès qu'il vient, 2-3 jours après, on le juge. S'il est coupable, on le condamne. Il n'est pas coupable, on le relâche. Mais ce qui se passe, c'est que c'est l'instrumentalisation de la justice qui continue. Parce que c'était comme ça, même au temps du professeur Alpha Condé, ça se faisait. C'est ce que le CNRD est en train de faire. On vous attrape, on vous arrête, vous allez en prison, ensuite
on cherche des chefs d'accusation pour vous les coller. Et ce n'est pas comme ça que la justice devrait marcher. Nous pensons que Kassori, s'il a détourné de l'argent, comme les gens le disent, nous ne savons pas. De toute façon, il est à la tête du gouvernement et tout ça. S'il l'a détourné, mais qu'on apporte ces éléments de preuve et qu'on le confonde justement avec ces éléments de preuve. Mais si ces éléments ne sont pas là, il n'a pas le droit de rester là et de ne pas être jugé. Parce que n'importe qui est dans les mailles de la justice doit aller avec une présomption d'innocence. Même si on sait que c'est dans son département, par exemple, qu'il y a eu des disparitions de ceci ou de cela, à partir du moment où la justice s'est saisie de la question, il devait être considéré comme, disons, il devait bénéficier de la présomption d'innocence. Mais son incarcération prolongée dans les mailles, comme on appelle, du système judiciaire, vraiment pose des problèmes. C'est politique pour vous? Pour moi, c'est politique. Parce que il n'y a que les têtes, disons, ceux qui sont devant les grandes formations politiques, peut-être c'est par calcul politique pour pouvoir les éliminer d'une manière ou d'une autre sans qu'on dise ouvertement on est en train d'éliminer cette personne à cause de ceci ou à cause de cela. Ça, c'est des calculs long terme. Mais nous pensons que c'est une façon effectivement de non seulement ternir son image, parce qu'une fois qu'il est en prison, il est retrouvé coupable de quelque chose, c'est très facile de venir dire qu'en raison du fait qu'il a été en prison par suite soit de détournement ou de ceci ou de cela, c'est facile de dire qu'il n'est pas éligible. Tout ça, c'est peut-être déjà consigné dans une constitution ou alors dans un code électoral qu'on ne connaît pas encore. Alors ça, c'est justement, quand vous ne travaillez pas ensemble, il y a toutes ces possibilités. Nous pensons que Kassori ne mérite pas ce qu'il est en train d'avoir aujourd'hui. Sur celui d'Alain Diallo, le président de l'UFDG, parce que depuis très longtemps, il a quitté le pays et on a l'impression qu'il ne veut plus maintenant retourner dans le pays. Elle est comparable à celle de Kassori. Il fait partie effectivement de ceux certainement qu'on vise. Pour quelle raison? De toute façon, même si lui on le poursuit, il faut bien qu'il soit, disons, innocent et qu'il soit présumé innocent avant qu'on ne mette la main dessus, sur lui, si c'est ça l'objectif. Nous avons l'impression effectivement que c'est ce que les gens calculaient, c'est qu'une fois, lui il a des avocats, nous ne sommes pas ses avocats. En tant que membre de l'ANAD aussi, nous ne sommes pas ceux qui sont en train de le défendre par rapport à ce dossier. Ce n'est pas une question qui concerne directement l'ANAD, c'est une question qui concerne les citoyens Selou. Et comme il a des avocats, et au niveau de son parti qui est très bien structuré, ils ont aussi des organisations pour pouvoir s'occuper de ça. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas faire du semblant. Alors on va profiter de l'occasion pour le faire venir d'une certaine façon, et après, ce qui viendra, c'est lui seul qui saura. Voici, nous allons bien sûr parler du procès du 28 septembre 2009. Vous le savez, 2009, il y a eu plus de 150 personnes qui ont été, ce qui a été dit, donc qui ont perdu la vie lors des manifestations encore organisées par la classe politique contre le CNDD, à l'époque dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, le président Dr Edouard Jitoumou Boubomou, aujourd'hui Dadis, est en prison avec également ses co-détenus concernant bien sûr ce procès qui les accable donc, par rapport bien sûr au massacre du 28 septembre. Votre lecture d'ailleurs d'abord par l'incarcération du capitaine Moussa Dadis Camara. Pour vous, il devrait être en prison et quelle est votre lecture par rapport à ce procès aujourd'hui? Il faut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait à plusieurs reprises essayé de faire en sorte que la justice puisse se saisir des, comme on appelle, des malheureux événements du 28 septembre afin d'établir toute la lumière. Mais d'une certaine façon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des réticences au plus haut niveau de l'État à l'époque pour ne pas que ce procès ait lieu. Nous n'en connaissons pas les raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement Dadis, par 2 fois, a tenté de venir. Lui-même, il a toujours demandé à ce que, effectivement, la justice
se saisisse de ce dossier et que le jugement soit fait. Mais le problème, c'est quoi? Même à son niveau, la présomption d'innocence n'est pas là. Il a été, à notre avis, c'est un dossier politique. Nous n'allons pas rentrer dans les considérations techniques du procès lui-même, parce que ça, c'est les juristes qui vont en parler. Dès que les politiques rentrent dedans, c'est comme si on était en train de politiser justement cette question. Nous ne voulons pas rentrer dans ces considérations techniques. Nous allons faire en sorte que la justice d'abord fasse son travail. Mais a priori, c'est l'image du pays. Nous avons dit c'est l'image du pays. Quand Moussa Traoré a été déposé au Mali, on n'est pas allé l'incarcérer avec les prisonniers de droit commun. Et on l'avait mis dans une prison, une résidence surveillée, qu'elle soit maintenant dans un désert ou quoi, ce qui est sûr, c'était dans une résidence surveillée. Mais quand il y a d'autres, Slobodan Milosevic de Yougoslavie, lui, il avait commis pas mal d'atrocités lui-même. En fin de compte, il a été fusillé avec sa femme. Mais il n'était pas dans un endroit où, avant le jugement, où on pouvait, quelqu'un d'autre aller, comment on appelle, l'agresser. Oui, oui, voilà. Mais nous pensons quand même on aurait dû voir l'image du pays. C'est un ancien chef d'État. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Aujourd'hui, moi je dirais simplement, si par exemple, la situation se retournait contre le CNRD aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Je ne le souhaite pas. Si monsieur le colonel Doumbouya se trouvait dans une pareille question, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce que les gens vont accepter qu'on aille le mettre? Il a déjà porté le manteau de chef d'État. À partir du moment où il l'a fait, il faut quand même le traiter lui aussi avec tout cet honneur, parce qu'il y va de la crédibilité et du respect que l'État accorde justement à ceux qui l'ont servi à ce haut niveau. Sur ce plan-là, je n'ai pas pensé personnellement qu'on aurait dû mettre le capitaine, disons, en prison comme tout le monde. Alors, ça ne se comprend pas. Ça veut dire certainement que, et ça prête beaucoup de crédibilité à ceux qui avaient pensé qu'il y a derrière, justement, tous ces mouvements, quelque sorte de règlement de compte. Encore une fois, nous ne sommes pas dans les secrets de ce qui se passe. Mais au point de vue apparence, on aurait dû quand même penser à, disons, à l'image du pays. Avant de faire, ça veut dire que quelqu'un peut servir le pays dans n'importe quelle fonction, surtout à la tête de l'État, mais après on traite la personne comme n'importe qui, comme un citoyen lambda. Nous allons continuer. Finalement, on va parler bien sûr de votre formation politique. Expliquez-nous comment vit le parti IDRP. Bien sûr, moi en tant que président, je ne résidais pas ici en Guinée. J'étais aux États-Unis. Mais malgré mon éloignement, nous avons activement pris part justement à beaucoup d'activités politiques, au point où nous sommes allés aux élections communales de 2018. Alors, les élections locales communales de 2018, dans une circonscription électorale, à Yomou par exemple, nous avons battu le RPG, en dépit du fait qu'ils avaient déboursé de l'argent pour donner aux gens afin qu'on aille voter pour eux. Et ça, justement, cette victoire, je dois vous dire, avait mis le professeur dans tous ses états. Parce qu'il aurait donné de l'argent à des gens pour aller justement supporter ses candidats. Bon, nous, notre parti, je dois vous apprendre, nous sommes, il y a peut-être 5 ou 6 préfectures où nous ne sommes pas en Guinée. Alors, ce n'est pas tous les partis politiques qui peuvent se le dire. Il y en a qui n'ont même pas où aller pour tenir leur réunion. Même ici à Conakry, le parti, ce n'est pas à Conakry seulement, c'est à l'intérieur. Alors, nous nous portons bien. Je dis que nous sommes, à part 6 préfectures, nous sommes dans toutes les préfectures. Vous êtes implantés partout. Hein? Nous sommes en Guinée un peu partout. Mais vous ne tenez pas, vous êtes à votre assemblée. Nous tenons des assemblées. Vous savez, nos cadres, généralement, sont des enseignants. Alors, pendant les vacances, par exemple, il faut leur accorder un petit répit, parce que c'est la seule période qu'ils ont justement pour s'occuper d'un certain nombre de problèmes. Et nous laissons justement les réunions là au niveau du bureau.
Parce que c'est très difficile de mettre des gens qui doivent aller mobiliser alors qu'ils ont d'autres considérations, d'autres projets à tenir. Et toujours dans le cadre de la vulgarisation justement des idéaux du parti. Quand ils ne sont pas là, ils sont en train de faire ce travail. Disons la raison, c'est que à l'heure où je vous parle, on vient de boucler une mission de contrôle justement de nos structures, les structures qui existent. Nous avons pris un certain nombre de dispositions et de décisions qu'on va vulgariser dans l'Assemblée générale que nous aurons très bientôt. Ce que les gens ne savent pas là, dans votre formation politique, quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez mises en place pour approcher? Parce que c'est à l'issue de la transition, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, si la transition doit finir par des élections, il faut bien que les formations politiques soient justement soient préparées justement à toutes les éventualités qui viendront, parce que finalement, c'est le terrain qui va décider. Alors, nous étions candidats aux élections de 2020. Moi, j'étais un candidat, je suis le candidat qui avait été recalé. Bon, je ne parle pas de ça, ça c'est du passé. Ce qui est clair, c'est que la transition, qu'on le veuille ou pas, elle finira, et à la fin de la transition, ce sont des élections que nous allons organiser. Donc vous êtes le futur président de la République alors? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai été candidat, on m'a recalé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être candidat. On ne l'a pas dit du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau de notre formation, nous préférons travailler dans la discrétion. Nous ne sommes pas des volubiles. C'est-à-dire quand vous tenez une petite réunion ici, vous allez montrer à la face de tout le monde que aujourd'hui nous avons tenu une réunion. Où sont les résultats? Nous sommes en contact permanent avec notre base, avec les militants. Et c'est ça l'important. Le jour où on aura besoin de mettre ça en valeur, ben, tout le monde verra avec le résultat. Et votre mot de la fin par rapport à cette émission? Lola Plus. Pour, disons, l'opportunité qui m'a été offerte, effectivement, de pouvoir m'entretenir avec, non seulement vous, avec tout le peuple, parce que je sais que vous avez une audience. Alors, moi, je suis en train de dire, et je l'avais dit au départ, au colonel Doumbouya, d'éviter le bras de fer avec la CEDEAO. Je l'avais dit et je le répète. Nous n'avons absolument rien à gagner dans un bras de fer avec la CEDEAO. Vous connaissez le principe de subsidiarité. Les sanctions qui ont commencé à tomber. La CEDEAO d'abord a entériné, ensuite l'Union africaine va le faire. Les Nations unies l'ont fait, l'Union européenne suivra. Alors nous pensons qu'un pays ne peut pas vivre en vase clos. Quoi que l'on fasse, quelque part, il va falloir qu'on s'associe à des institutions. Il ne faut pas qu'on essaie de dire que nous sommes des souverainistes. Alors tout ce qu'on peut décider de faire, on le fait. Si ça devait être ainsi, beaucoup de pays n'allaient pas être contraints de rester dans les structures. Alors moi je dis que nous sommes contraints et nous sommes dans l'obligation, parce qu'une fois qu'on appartient à une structure, et il faut y appartenir avec obligation sur les droits et obligation aussi sur les devoirs. C'est-à-dire en même temps que vous avez les droits, vous avez aussi des responsabilités. Vous avez des devoirs vis-à-vis de cette organisation. Nous sommes de la CEDEAO. Nous n'avons rien à gagner toujours en disant que nous allons, balayer du revers de la main toutes les tentatives de la CEDEAO, parce que nous sommes souverains. Cela ne nous apportera absolument rien et le temps nous le dira. En même temps, nous pensons que les autorités, le colonel doit avoir pitié de cette base, de cette classe, la population qui est à la base. Peut-être ici, il ne peut pas savoir, mais quand vous allez à l'intérieur et vous avez l'occasion justement de voir ce qui se passe au niveau des populations, mais la souffrance, elle n'a pas de nom. Alors, c'est ça qu'il faut chercher à remédier. Or, on ne peut pas le faire en essayant de prendre à bras le corps tous les problèmes dans l'existence d'une nation. La transition, elle n'est pas faite pour des projets de développement à long terme.
On l'a toujours dit. Et les transitions qui ont le plus réussi, c'est les transitions les plus courtes. L'exemple vient de Jerry Rawlings du Ghana. Quand Jerry Rawlings a pris par 2 fois le pouvoir au Ghana, il est resté combien de jours pour faire une transition? 112 jours. Regardez les jeunes capitaines qui viennent de décapiter Damiba au Burkina. Il a déjà clairement établi ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça la transparence. Vous venez, vous dites ce que vous allez faire et vous le faites. Vous ne changez rien de façon à mettre la communauté sur votre dos. Donc je demande au colonel, franchement, d'avoir un autre regard. Parce que tous les problèmes que nous sommes en train de voir, que nous parlions de cadre de dialogue, au cadre de concertation ou manque de confiance, tous ces problèmes, le nœud se trouve à son niveau. Il décide aujourd'hui, demain tout le monde sera à la table de dialogue, s'il n'y a pas d'autres calculs. Mais s'il y a des arrière-calculs, il n'est pas en train de travailler avec des gens qui ont la boule dans la tête quand même. Parce que ça se voit. Alors, moi, je lui dis de laisser de côté toute cette sirène qui est à côté de lui, qui fait en sorte qu'il est maintenant beaucoup plus préoccupé par le culte de sa personnalité que n'importe quoi d'autre. Et les projets de développement, ce n'est pas pendant la transition. On n'a pas besoin de 3 ans pour faire une transition. Ce n'est pas possible et il faut qu'ils le comprennent. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Dr Edouard Joutomou Pogomou, président du parti, bien sûr, de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Ce n'est fini, mesdames et messieurs, votre émission, Les coulisses du pouvoir. Nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver très nombreux avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de vivacité le lundi prochain avec un autre leader politique. Merci, bonsoir. Les coulisses du pouvoir. Les coulisses du pouvoir est un espace d'échange qui reçoit tous les acteurs sociopolitiques du pays. Cette émission vous parvient tous les lundis de 17h à 18h sur Lola Plus Média. Les coulisses du pouvoir, c'est avec Abakar Moussa Kamara.